J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi? Ne jamais croiser les effluves. Bon, alors qu'est-ce que vous avez? J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. Vous les connaissez, statistiquement au moins. Ils ou elles sont ce 1% de la population. Ces personnes, ce sont les personnes autistes, invisibles pour la plupart. Des personnes comme vous et moi, qui présentent ce que l'on appelle aujourd'hui un trouble du spectre de l'autisme, en abrégé un TSA. L'autisme influence le développement d'une personne tout au long de sa vie. Et en parallèle, les ressources de la personne et les différents contextes qu'elle va rencontrer vont influencer la façon dont l'autisme va s'exprimer chez elle. Nous allons évoquer aujourd'hui ce que l'on appelle les trajectoires développementales des personnes autistes. La notion de trajectoire développementale invite à faire un zoom arrière, elle invite à regarder la frise chronologique de notre vie. Elle permet de repérer les premiers signes, leur intensité, mais aussi, en refaisant le film, de toutes ces particularités, des petites choses mises bout à bout, qui donnent un tableau signifiant. Le thème de la trajectoire implique donc les notions d'origine et d'évolution. Bonjour et bienvenue, je suis Pascal Bélan-Capenel et vous écoutez Trouble dans le spectre. Alors mettez vos oreilles sur orbite, c'est parti! On n'avait jamais réalisé que c'était ça, en fait, que ça pouvait être ça. On n'en parle pas, ça reste difficile. Limite soupçonneux, non, pas toi, ce n'est pas possible. Une sorte d'insulte gentille, mais un peu d'insulte quand même. Pas un bulldozer comme moi, quoi. Catherine est une nouvelle venue dans ce podcast. Elle est la maman d'Elias, un petit garçon de 8 ans atteint d'une forme génétique d'autisme. Il est non-verbal. Mais qu'est-ce qu'ils veulent tous? Une copine, la nounou, la généraliste. Et des amis aussi qui m'ont dit « Ah, mais il regarde un peu sur le côté, il regarde toujours les trucs sur mon pull, les traits, les images, les trucs qui brillent, mon collier. » Mais j'ai jamais pensé encore à quelque chose. Et mon mari non plus. Je crois qu'on a commencé inconsciemment de fermer les yeux. Catherine évoque ses premiers questionnements lorsque son fils Elias avait 9 mois. Ça a commencé quand il avait vers les 9 mois, j'ai commencé à me demander, il ne tient pas encore assis. Et moi, je suis éducatrice, je travaille avec les jeunes enfants. J'ai travaillé avec les jeunes enfants, maintenant je m'occupe de lui à la maison. Mais j'ai commencé à comparer, j'ai pas fait exprès pour comparer, mais je me suis dit, il tient pas assis. Mais après, j'ai vu d'autres bébés qui tenaient pas assis à 9 ans, donc j'ai vite rangé ça ailleurs. Après, il y a une copine, elle est éducatrice, elle est venue de l'Allemagne pour me rendre visite. Elle a vu Elias. Elle avait son enfant qui avait 6 mois de plus qu'Elias, complètement différent. Et elle m'a dit, je veux le même, il est calme, il est pas tonique, il bouge pas, il pleure pas. La généraliste, elle m'a dit, mais il y a quelque chose, il pleure pas quand il me voit. Je dis, c'est bien, il faut pas pleurer quand on vous voit, j'ai dit au médecin. Et après, il y avait la nounou qui m'a dit, est-ce que tu pourrais vérifier ses oreilles parce qu'il écoute pas son prénom? Il y a plein d'éléments qui ont alerté sans que je me suis affolée, ou je ne voulais pas m'affoler parce que j'ai dit il a 9 mois, il a son temps, c'est pas encore... mais je n'ai pas pensé à quelque chose de spécial ou de grave. Oui. Donc je dis c'est mon enfant, il a le temps de faire son développement. Mais la trajectoire permet de voir qu'au-delà des signes eux-mêmes et de leur plus ou moins grande intensité, c'est la temporalité dans laquelle émergent ces signes qui est signifiante. Ce qui fait sens dans ce cas, ce n'est pas en effet le fait d'avoir ou de ne pas avoir acquis une compétence, c'est le fait que la compétence ait pu souvent être acquise avec un décalage. Amélie nous parle ainsi des premiers moments où elle s'est interrogée sur le comportement de Quentin et de ce qu'elle a pu noter dans ces moments-là. Alors la toute première fois où on s'est dit c'est bizarre, il avait 10 mois, c'était à Noël, et en fait Quentin il a un cousin qui a 2 mois de moins que lui. Et donc on s'est retrouvés à Noël, donc
ces 2 petits garçons, Quentin avait 10 mois et puis Tom avait 8 mois. On dit souvent que 2 mois d'écart dans la première année, c'est une différence énorme. Et en fait, sans pouvoir vraiment dire ce qui était pas normal, on s'est tous dit, Quentin, il en est au même point, voire un peu en retard par rapport à son cousin qui a 2 mois de moins. Tom était plus explorateur, il commençait déjà à bouger, à ramper, à faire presque du 4 pattes. Quentin, il restait dans son coin et c'était à peu près tout. Ces signaux forts, typiques, évidents, Magali nous en parle en évoquant notamment le regard de Julien et des moments où il lui prenait la main pour exprimer un besoin. Déjà, il y a 4 jours, n'est-ce pas? Quand il me captait pas, en fait. Ensuite, c'est quand on est revenu de la maternité, quand il dormait très peu. Et c'est un ensemble de signes, en fait. Il était très irritable quand même. Il pleurait beaucoup pour rien du tout. Mais moi, je me mettais ça sur le compte que c'est un bébé. Les bébés, ça pleure beaucoup. Et il était aussi souvent irritable. Et c'est vrai que je pense qu'il avait tous les signes typiques de l'autisme quand je vois. Mais comme c'était mon seul enfant, j'avais pas trop de points de comparaison. Sauf le point que j'ai eu quand j'ai vu la mère interagir avec son bébé de 6 mois, là j'ai dit mais il y a un problème. Quand il nous regardait pas nous en fait, c'était pas un regard juste pour échanger avec nous, je sentais que c'était un regard pour avoir quelque chose par exemple, pour avoir un truc, mais c'était pas juste du pur plaisir d'être avec papa et maman. Et aussi, un signe qui était énorme et qui est typique, c'est qu'il nous prenait la main pour avoir ce qu'il voulait. C'est-à-dire, il nous emmenait là où s'il voulait un objet, il nous prenait par la main, et il nous prenait la main et il nous l'emmenait vers l'objet pour qu'on lui donne l'objet. Ça, c'est typique de l'autisme. C'est vraiment un des signes qui a fait que j'ai quand même compris qu'il était autiste, parce que c'est flagrant. Il pointait pas du doigt aussi. Ça aussi, c'est un signe typique. Amélie évoque les comportements répétitifs de Quentin et d'autres signes au niveau sensoriel cette fois. Quentin avait comme doudou une tortue lumineuse et il avait pris l'habitude de mettre cette tortue lumineuse vraiment très très fortement contre ses yeux. Et je ne sais pas comment, je crois bien que c'est apparu sur mon fil Facebook, mais je ne saurais plus dire. Je suis tombée sur un article sur le fait que les enfants porteurs d'autisme pouvaient être très attirés par les lumières. Et je me rappelle m'être effondrée, m'être mise à pleurer en me disant mais en fait Quentin est autiste. Et puis il n'y avait que ça. Et au bout d'1 semaine, on a mis un peu ça derrière nous. On a continué notre vie et c'est vraiment au retour de nos vacances d'été. Donc Quentin avait 19 mois. Où on l'a vu aller chercher sa petite maison jouet et ouvrir et fermer la porte, et ouvrir et fermer la porte, et ouvrir et fermer la porte. Et avec mon mari, on s'est dit, mais en fait, ça fait 6 mois que Quentin ne fait que ouvrir et fermer la porte de cette petite maison. Et il a grandi, et en fait, il en est toujours à ouvrir et fermer la porte, ouvrir et fermer la porte, ouvrir et fermer la porte. La relation au toucher est parfois très problématique pour les autistes. Florence nous parle de son ressenti par rapport à ce sens. T'aimais pas qu'on te touche, il y avait que ma mère qui avait le droit de me toucher. Et clairement, je réclamais énormément, mais énormément de contact physique à ma mère. J'en avais besoin. Et clairement, c'était dans la nuit, je la rejoignais dans son lit pour aller me coller à elle. J'avais besoin de la maintenir, j'avais besoin d'être en contact. Et c'était à un tel point que même quand j'étais tout bébé, du coup, ma mère, en fait, ne pouvait pas dormir et pétait vraiment des câbles. En fait, elle était vraiment en larmes tout le temps. Parce que dès qu'elle me lâchait, dès qu'elle me mettait dans mon berceau, je me mettais à hurler, comme si on était en train de me torturer, quoi. Et donc, du coup, elle allait chercher la voisine qui a eu plusieurs enfants. Elle lui a dit, attends, on va faire un truc, là, ça fait plusieurs jours que tu dors pas parce que t'es obligé de dormir avec la gamine dans les bras. Et elles m'ont fabriqué des faux bras en torchon. Et en fait, elles ont attendu que je m'endorme dans les bras de ma mère, et elles m'ont mis dans ces faux bras en torchon dans le berceau, en fait, en serrant bien les bras et tout. Et là, j'ai dormi. Et en fait, voilà. Donc en fait, quand j'étais toute petite, ils étaient obligés de me faire des faux bras pour me comprimer, en fait, dans le berceau.
parce que sinon je ne dormais pas. La gestion de l'imprévu et son lot d'angoisse peut se révéler particulièrement problématique. Écoutons encore Florence à ce sujet. Quand par exemple j'étais en train de parler et que quelqu'un de nouveau rentrait dans la pièce alors que j'étais en train de parler, ou que quelqu'un rentrait dans l'appartement et que je l'entendais alors que j'étais en train de parler, d'un seul coup j'arrêtais complètement de parler même si j'étais dans une phrase et j'avais le visage vraiment sans expression et j'arrêtais juste de parler. Et c'était pas possible de me refaire parler. Ça m'avait perturbé que quelqu'un rentre dans la pièce ou que quelqu'un rentre dans l'appartement ou la maison alors qu'à la base il n'y était pas. La trajectoire développementale est marquée par des moments clés, des moments forts. Ceux vécus dans le cadre scolaire en font évidemment partie. Florence toujours, qui se souvient clairement de son premier jour de maternelle. Typiquement, mon premier jour de maternelle, j'ai joué avec Salut Jaune, et à 11h, ma mère est venue me chercher. Elle m'a dit alors comment c'était. Moi j'ai fait ah oui c'était bien, mais cet après-midi je ressens pas par contre. Et elle m'a dit mais comment ça? Ben non c'est l'école. Et en fait toute ma maternelle, je n'y suis allée que le matin, parce que j'avais décidé que l'après-midi je voulais pas y aller, que le matin c'était suffisant. Et qu'il fallait pas que j'interagisse plus avec d'autres gens, quoi. C'était bon, c'était fini, ça m'avait saoulé, quoi. Et donc, toute ma maternelle, c'était connu, que c'était comme ça, toute l'école était au courant, hein, je n'allais que le matin. Et en primaire, donc quand dès le CP, il a fallu y aller toute la journée, là, ça commençait à être compliqué, et typiquement, j'ai vécu pas mal de harcèlement, ce genre de choses, donc mes parents se doutaient qu'il y avait un problème quand même avec les gens. Magali évoque également les problèmes d'interaction de Julien à l'école maternelle. Il a été diagnostiqué à 3 ans. Donc, à l'école maternelle, il n'interagissait pas du tout avec les autres enfants. Il ne se posait pas. En fait, on ne pouvait pas le faire asseoir plus de 3 secondes, par exemple. Il criait beaucoup. Il fallait le sortir, souvent. Il y avait une AVS avec lui, mais ça ne servait pas à grand-chose. Françoise parle quant à elle des tests et des difficultés de Rémi lorsqu'il était à l'école. Il y a eu cette rencontre avec le centre, c'était à Grange-Blanche, pour faire ces tests audiométriques pour un petit garçon de 3 ans. Donc bon, ça a vérifié qu'il n'était pas sourd, mais bon, ils nous ont dit, vous devriez voir auprès d'un psychologue, voilà. Parce qu'effectivement, il y avait quand même une chose qui n'allait pas. Hein. Il ne parlait plus, il semblait ne pas entendre, et il s'enfermait quand même. Il s'enfermait dans... Il avait un comportement. 1 ou 2 fois, je suis passée vers l'école pour voir comment ça se passait. À la maternelle, il était dans son coin, assis. Il se tordait les mains dans tous les sens. Vraiment, il n'était pas bien, c'était clair. Jusqu'à ce qu'il soit pris en charge dans le CMP du docteur Hockman, je dirais que ça a été très difficile, en effet. Parce qu'en plus, l'école, donc il a changé d'école. L'école dans laquelle nous allions, elle était loin de la maison. On y allait en métro, on devait prendre le métro, on devait marcher. Enfin bref, on lui demandait beaucoup d'efforts, hein, c'est clair. C'était pour un petit garçon de 3 ans... c'était quand même lourd. Et moi-même, le métro avec lui, c'était pas simple, hein, parce que bon, il avait un comportement quelquefois d'enfant mal élevé, direct. On sentait bien que il n'était pas. Dès l'instant où il y avait beaucoup de monde, il était mal. Les particularités des personnes autistes peuvent aussi s'exprimer dans l'alimentation. Magali évoque les difficultés de Julien au niveau alimentaire. Au niveau de la nourriture, quand on lui donnait le biberon, il le rejetait. C'était très difficile de le nourrir. Il avait très très faim. Et puis au moment où on lui mettait le biberon, il était à fou sur le biberon, puis il le rejetait. Du coup, il restait avec sa faim et nous, on savait pas quoi faire. Donc on a plusieurs fois appelé à l'aide des nounous pour qu'elles nous aident. Le gros problème central, c'était l'alimentation. C'est difficile de le faire manger. Au sujet de l'alimentation, Florence revient également sur ses particularités à elle, au tout début. Le fait que quand on a essayé de diversifier mon alimentation après le lait, en fait, je voulais pas manger ce qui était avec de la viande dedans. Et typiquement, je voulais tout le temps manger les mêmes choses. Enfin, pour moi, il fallait pas trop me proposer d'autres choses. Pour moi, c'était des pâtes, de la purée, voilà. Et en fait, pour boire, par exemple, l'eau, pour moi, c'est tellement insipide que j'en vois pas d'intérêt.
Donc c'est vrai que j'ai dû apprendre à boire de l'eau vraiment, parce que quand j'étais petite, je buvais que des jus de fruits ou du lait entier, non pasteurisé si possible. Mais parfois, les choses ne sont pas si évidentes. Les signes peuvent s'exprimer de manière plus sourde, moins visible, avec une moindre intensité et une grande variabilité d'une personne à l'autre. Il y a ainsi ces signes que l'on ne voit pas, ou qu'on n'interprète pas comme étant une particularité autistique. Ces signes qui passent inaperçus au fil des grandes étapes de la vie ou au travers du contexte de l'époque. Catherine. Alors, à l'époque, c'est vrai que on n'était pas très attentifs, je dis on, la société en général, je pense, à des signes particuliers à partir du moment où l'enfant suivait en classe, où il marchait, il parlait, dans les normes. Des signes moins typiques qu'on attribue à l'âge, à la timidité, ou à d'autres facteurs comme le fait d'être enfant unique, par exemple. Comme si, lorsque ces signes n'étaient pas pris dans un faisceau, une constellation nette, ils ne faisaient pas sens, ni pour la personne, ni pour le clinicien. Audrey, pour Clara. On a surtout repéré les difficultés à partir de la maternelle. Elle avait un comportement complètement opposé selon qu'elle était à la maison ou à l'école. À la maison, elle avait un immense désir d'apprendre. Déjà, avant d'entrer en maternelle, on achetait des tas de petits cahiers d'activités, de choses comme ça. Elle était hyper friande de ça. Et à l'école, complètement inhibée. Elle était dans une école Montessori. Donc, on est censé, dans une pédagogie Montessori, attendre que l'enfant aille vers l'enseignement et pas l'inverse. Et donc, elle était complètement inhibée et c'était assez difficile. Elle était toute seule dans la cour et quand elle rentrait de l'école, on avait des crises. Autant à l'école, elle avait un comportement effacé, autant à la maison, c'était le déluge une fois qu'elle rentrait à la maison. On nous a rapporté aussi qu'elle avait tendance un peu à embêter les autres. Et elle avait beaucoup de mal à supporter le contact. Elle disait que les enfants la poussaient ou des choses comme ça. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle avait tendance à s'isoler dans la cour. Au niveau de ses jeux, elle aimait bien jouer toute seule. Et puis alors, la lignée, c'est Playmobil. En fait, elle passait des heures à installer une scène qu'elle ne faisait pas forcément jouer après. C'est-à-dire que la plupart des enfants, ils sortent les jeux et puis ils font une histoire avec. Et elle, ce qu'elle aimait bien, c'était installer. Et puis au millimètre, hein, c'était important. Et on a remarqué aussi quand il y avait des gens qui venaient à la maison, par exemple d'autres enfants, elle était toujours extrêmement calme quand elle était seule et très énervée quand il y avait quelqu'un d'autre. Elle avait vraiment, on avait l'impression de deux personnes complètement différentes. Et puis ce qui nous a alertés aussi, c'est un petit peu les relations difficiles avec son frère, qui a 2 ans de moins qu'elle, où il y avait beaucoup de jalousie, même un peu de violence parfois. Voilà, des relations très très conflictuelles. Et il y a eu une étape aussi quand elle est entrée au CP, où elle a pas mal montré des problèmes de concentration à cause des enfants qui étaient autour. Elle pouvait bien dire bah, ça me dérange, j'arrive pas à me concentrer quand il y a quelqu'un à côté. Donc soit le bruit, soit les gestes aussi, de voir des gens bouger à côté d'elle, ce qui n'a pas alerté ni les maîtresses qui en a parlé, ni sa pédiatre, ni sa psychologue à l'époque. Puisque la solution, c'était de dire elle est timide, ça va passer. Elle va mûrir. Catherine. Mais quand même, mes parents voyaient bien que pour moi, aller dormir chez quelqu'un, c'était hyper compliqué. Même quand on recevait, parce que ça arrivait, mais j'étais pas à l'aise. Mes parents avaient remarqué que toucher quelque chose, un objet, un enfant qui touchait un objet dans ma chambre, c'était la catastrophe pour moi si c'était pas exactement reposé au même endroit. Tant et si bien que mes parents m'ont acheté un poster, ça c'est horrible, hein, c'est hyper stigmatisant, un poster où on voit à l'époque, quand on était petit, c'était la mode chez les petites filles, là, des poupées chiffon au Liobi, tout ça. Et sur ce poster, donc il y avait une petite fille comme ça qui donnait une fleur à l'autre, et c'était écrit « Une joie partagée est une joie doublée ». Mais c'est terrible parce qu'en fait, c'est comme si on me disait « Tu ne sais pas partager ». Mais oui, je ne savais pas partager, mais c'est hyper stigmatisant parce que je ne le faisais pas exprès.
Et je pense que c'est pour ça que j'associe tout ça au fait d'être enfant unique, voilà, parce qu'elle n'a pas assez de contacts, etc., etc. Mais il y a aussi les difficultés à repérer, à distinguer des signes qui s'éloignent d'une certaine forme de normalité quand nous-mêmes et les gens qui nous entourent sont déjà dans une certaine atypicité, sans en avoir conscience parfois. La norme sociale est celle de certaines attentes neurotypiques. Mais au sein d'un petit groupe comme une famille, on se construit tous sa propre norme. Florence. Alors du coup, oui, il y a eu des signes qui ont été repérés comme de l'autisme, mais du coup a posteriori. C'est-à-dire que quand j'ai fait le diagnostic, notamment au centre de ressources autisme, c'est vraiment là où on a mis le mot autisme sur ces particularités que j'avais, sur ces signes en fait. Et quand j'étais petite, ils mettaient pas le terme autisme dessus ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que par exemple, ma mère, pendant mon diagnostic, elle a dû venir au CRA et elle s'est rendue compte elle-même qu'elle était autiste. Et donc en fait, mon père aussi potentiellement était autiste. Et on en a parlé en fait avec ma mère et avec ma famille. Et en fait, ils se sont rendus compte que si eux ils étaient entre guillemets normaux ou non autistes, ils s'étaient dit donc mon père s'appelait Florent. Et ils m'ont dit, oui, mais Florent, quand il était petit, il faisait ça. Donc en fait, ça nous a pas paru bizarre, c'était juste comme ton père. Et du côté de ma mère, c'était, oui, mais en fait, quand ta mère était petite, donc Magali, quand Magali était petite, elle faisait ces trucs-là. Donc en fait, ça nous a pas paru bizarre. Et du coup, mes deux parents, eux, se disaient, elle est un peu comme moi. Et donc au final, ça les dérangeait pas. C'était complètement normal, parce qu'en fait, on était tous chacun dans nos trucs. Ma mère dès qu'il y avait le kéno à la télé, a marqué dans des carnets l'intégralité des numéros qu'elle voyait. Il n'y avait aucune logique à ça, hein. C'est juste que dès qu'il y avait le kéno, dès qu'il y avait le loto, elle avait ses carnets où elle mettait tous les chiffres. Elle adorait ça. Et mon père, il était en permanence dans son garage à trafiquer des voitures ou à regarder des films en boucle. Et donc c'est vrai que, moi j'ai fait un peu pareil. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je regardais des films en boucle. Et du coup, ça gênait pas mon entourage parce qu'ils disaient, Florent, il fait pareil, même maintenant à l'âge adulte. Donc en fait, c'est pas dérangeant. Et du coup, c'était même au contraire, il y avait des soirées où avec mon père, on regardait des films, avec ma mère aussi, et on était là comme ça, à regarder des films, et on était contents, et on en regardait plein, et je veux dire, pour nous, c'était normal. Ces signaux faibles passent parfois inaperçus. Ils peuvent prendre une place plus grande et entraîner une souffrance importante au cours de périodes de vie plus difficiles, notamment l'entrée au collège et l'entrée dans l'adolescence. Et cette concomitance peut parfois entraîner nous-mêmes ou notre entourage à normaliser cette souffrance et à la minimiser en se disant qu'après tout, ce sont des choses normales durant ces périodes. On n'agira donc peut-être pas de la façon la plus aidante. Catherine. Le moment, en fait, de la préadolescence et de l'adolescence ont été super difficiles. Parce que c'est le moment où il faut absolument se conformer à une norme. La notion de groupe est super importante. Moi, si j'avais une meilleure amie, c'était la fin du monde. Et il se trouve que vers l'âge de 12 ans, ma meilleure amie, Valentine, ses parents se sont séparés et elle est partie vivre ailleurs. Et là, ça a été terrible, terrible à vivre. Et toutes ces années, à partir de la 4e au collège jusqu'à mon bac, ça a été... et même après, jeune étudiante. À 15 ans, j'ai été anorexique, ça a été très, très grave. Mes parents m'engueulaient, mais en fait, là aussi, c'est un trouble associé. Enfin, c'est du ressort du trouble du comportement alimentaire. Mais ouais, j'étais vraiment, je pense, dans ma bulle, dans mon monde. Florence. Là où ça commençait à vraiment, vraiment devenir difficile, je dirais que c'est le collège. Parce que là, on n'avait plus un seul professeur, on en avait plein. Il fallait changer toutes les heures de classe. Donc c'est-à-dire que toutes les heures, il fallait se taper le brouhaha total, les gens dans le couloir qui nous touchent, etc. C'était très compliqué et clairement, pour moi, c'était difficile, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais beaucoup de mal au collège. Et clairement, à un moment donné, je me suis vraiment fait harceler à partir de la 4e, où là, ça a vraiment été très très fort. Catherine. En fait, quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai pu
rassembler tous ces petits bouts de puzzle qui, a priori, n'avaient rien à voir les uns avec les autres, mais qui, au final, si, quoi, formaient ce diag, vraiment. Comme vient de le dire très justement Catherine, tous ces petits bouts de puzzle rassemblés expriment bien l'idée que c'est l'association des particularités, plus que les signes eux-mêmes, qui peut faire sens au cours de la trajectoire développementale d'une personne pour l'établissement d'un diagnostic. Nous l'avons déjà dit, mais il n'est pas inutile de le répéter, l'autisme est une condition à vie, pas une maladie qui s'attrape ou qui se guérit. Et c'est toute la trajectoire de développement d'une personne qui est affectée par son autisme. La constellation de signaux forts ou faibles de l'autisme d'une personne va, elle, se modifier à vie aussi. La personne va s'adapter et ajuster en permanence ses comportements en fonction de ses ressources et des fluctuations de son environnement. Et il est important de comprendre que ce qui va faire sens pour un ou une clinicienne, au-delà des signaux eux-mêmes, c'est le retentissement de cet autisme sur la trajectoire développementale de cette personne. Je suis allé rencontrer Céline Jacob-Grosmaître. Elle est psychologue clinicienne au Centre Ressources Autisme d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et si vous êtes attentif, Céline est l'une des autrices de ce podcast. Céline Jacob-Grosmaître, merci de nous recevoir pour cet entretien post-témoignage. Alors j'aimerais commencer par vous demander quelle place et quelle importance a ce concept de trajectoire développementale dans ta pratique. Je te tutoie puisque il est de notoriété maintenant publique que nous travaillons ensemble sur ce podcast. Oui, bonjour et merci de m'accueillir. Cette notion, pour moi, elle est vraiment fondamentale et centrale dans la compréhension des personnes que l'on rencontre et du coup, par conséquence, dans nos pratiques. Parce que longtemps, on a entendu parler d'autisme infantile, comme s'il s'agissait d'une condition d'enfant qui disparaîtrait quand la personne grandirait, alors que l'idée de la trajectoire développementale, c'est vraiment d'avoir en tête que l'autisme, c'est aussi une condition à vie qui évolue en fonction de l'âge, mais aussi de l'environnement de la personne et des aménagements et des accompagnements qui lui sont proposés. Mais vraiment, quand moi j'entends ce mot de trajectoire développementale, c'est l'idée de se dire qu'on est sur quelque chose d'évolutif, qui n'est pas figé et qui va évoluer avec toutes les stimulations qui vont être apportées, proposées et les aménagements faits dans l'environnement de la personne. Donc vraiment, c'est déjà de se décentrer de cette représentation que l'autisme ne concernerait que les enfants. Ça, c'est des choses qu'on a déjà entendues dans ce podcast, hein. Et que vraiment on est sur une condition à vie et qui démarre et dont les signes sont présents dès la petite enfance. Trajectoire développementale, c'est vraiment aussi ça, c'est d'aller voir dès la petite enfance, même quand on s'adresse à une personne qui vient vous voir pour un diagnostic et qui est grand enfant, ado, adulte, d'aller voir dans la petite enfance si on arrive à identifier, à repérer des signes qui nous feraient penser à un trouble du neurodéveloppement et plus particulièrement à un trouble du spectre de l'autisme. D'accord. Et dans l'apprentissage de ton métier de psychologue clinicienne, quand est-ce que ce concept ou cette notion a pris de l'importance et de façon un petit peu plus spécifique sur ces témoignages-là, comment tu les as reçus? Comment est-ce qu'ils ont résonné avec ta pratique? Alors, cette notion de trajectoire développementale, elle a pris une importance accrue notamment quand j'ai travaillé dans un service de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, une unité d'accompagnement précoce et intensif qui était destinée à des enfants très jeunes, et où là, du coup, j'ai été immergée dans ces signes précoces de l'autisme. On accueillait des enfants, les plus jeunes devaient avoir 18 mois et les plus grands 4-5 ans, et où là, du coup, on perçoit en direct. Et puis comme était sur un accompagnement quasi quotidien des enfants, on les vivait avec eux, on les accompagnait de manière très très individualisée et avec une grande collaboration avec la famille. Et du coup, voilà, je trouve que
Et aujourd'hui, maintenant que j'entends les témoignages et maintenant que je travaille en libéral et que j'accompagne des personnes aussi adultes dans le cadre de mon activité libérale qui viennent me voir en me disant bah voilà, est-ce que je suis concernée par le TSA ou pas, ou au CRA où je travaille aussi, où j'accompagne des adultes, c'est vrai que j'ai à cœur d'aller explorer avec eux cette notion de petite enfance, et que parfois, du coup, c'est tellement étonnant quand on les interroge et qu'ils nous racontent cette petite enfance et on dit mais la personne que j'ai en face de moi avec ce niveau d'autonomie, ces compétences de communication qu'elle a su développer, etc. Et quand ils me racontent le petit enfant qu'ils étaient, j'ai parfois même du mal alors bien évidemment que je les crois, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est vraiment un exercice qui est hyper formateur pour accompagner les enfants et leurs familles, mais aussi accompagner les adultes, de prendre conscience du chemin par lequel ils sont passés pour avoir toutes les compétences, tous les talents, toutes les forces, aussi les fragilités. On comprend aussi leurs fragilités quand ils nous racontent en fait comment s'est passé leur propre développement, quels étaient leurs intérêts de petits, quelles étaient leurs envies d'aller vers l'autre, au contraire l'envie y était mais le mode d'emploi n'y était pas, et comment ça s'est décliné. Et je trouve ça passionnant de passer ce temps-là à essayer de comprendre par quel chemin ils sont passés pour ensuite déjà mieux accompagner les prochaines personnes qu'on va rencontrer. Et puis, alors ça nous donne pas du tout d'éléments prédictifs, mais quand même, c'est hyper intéressant quand on travaille avec des adultes d'avoir travaillé avec des tout petits pour vraiment mieux identifier leurs forces et leurs fragilités. Ça permet d'avoir une vision très globale de ce qu'est l'autisme et vraiment de sortir de cette représentation très archaïque qui serait de croire que l'autisme ne concerne que les enfants. Ce que j'entends aussi, Céline, dans ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas une trajectoire développementale qui serait typique ou archétypique de l'autisme, mais qu'il y a des trajectoires développementales et que tu en découvres quasiment tous les jours. Je me trompe ou pas? Ouais, non, complètement, c'est vraiment ça, et c'est ce qui fait que moi, j'ai beaucoup de chance, mon métier me passionne et continue de me passionner, c'est qu'à chaque fois, on découvre des histoires qui sont différentes et qui parfois nous surprennent. Et alors, est-ce que c'est sur la scène pop presque, quand on parle de Temple Grandin, cette femme américaine qui est une grande militante de l'autisme, quand on lit son livre Ma vie d'autiste, quand on voit le film qui a été qui retrace sa vie et qu'on entend cette maman qui dit mais moi ma fille n'a pas développé le langage avant 6-7 ans, et qu'on voit aujourd'hui cette femme qui est engagée, investie, qui travaille dans un domaine qui la passionne, etc. Ça nous permet aussi, nous, qui avons beaucoup étudié les choses, mais jamais vécu l'autisme de manière incarnée, de tenter d'appréhender au mieux ce que peuvent vivre ces personnes et de se dire, oui, certains à 6 ans, ils n'ont pas le langage. Absolument. Et plus tard, on va les voir et ils vont avoir développé des compétences à la norme ou parfois même supérieures à la norme au niveau communication, au niveau cognitif dans différents domaines. Et puis certains, malheureusement, à 6 ans, n'auront pas le langage et pour eux, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc effectivement, là où on a moins d'éléments de certitude, c'est sur la fiabilité prédictive des éléments de la petite enfance. D'accord. Si tu avais, du coup, pour terminer cet entretien, un conseil à donner à un ou une professionnelle de santé qui pourrait écouter ce podcast, du point de vue de la trajectoire développementale et du diagnostic de l'autisme, quel serait ce conseil ? Ce conseil, il est déjà donné par le DSM, le manuel de classification diagnostique des pathologies, qui nous oblige à aller chercher des marqueurs précoces du TSH chez toutes les personnes que l'on rencontre, quel que soit l'âge auquel on rencontre ces personnes. Donc ça, c'est un conseil. Mais souvent, on vient nous voir, me voir parce que j'ai développé cette
expertise-là, du diagnostic différentiel dans des situations parfois complexes, notamment chez soit des grands ados, soit des adultes, de dire mais est-ce qu'on est dans le champ du TSA ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Bien souvent, c'est la trajectoire développementale qui va nous éclairer. Parce qu'on a, chez des personnes TSA, quand on va aller explorer la petite enfance, on va trouver parfois des petites choses, parfois à bas bruit, parfois c'est en revisitant l'histoire avec les parents ou avec la personne ou un proche qu'on va se dire oui, c'était pas énorme, c'était pas très bruyant, c'était pas très typique, mais on va retrouver des petites choses qui vont nous mettre sur la voie du TSA, contrairement à d'autres pathologies psychiatriques. Je pense aux troubles de la personnalité, je pense à la schizophrénie, je pense à d'autres profils psychiatriques où là, quand on va aller chercher dans la petite enfance, on ne va pas trouver ces mêmes marqueurs-là, qu'ils soient dans le champ de la communication, des interactions sociales, des particularités sensorielles, etc. Donc ça, c'est le conseil que je donnerais, c'est de toujours avoir cette vigilance pour pouvoir faire soit un différentiel, soit pour bien accompagner, aller rencontrer, même quand on fait de la psychiatrie adulte, même quand on accompagne des adultes, aller passer un moment, alors long si c'est possible, c'est encore mieux, mais d'aller passer un moment avec des enfants qui présentent un TSA. Moi, je trouve que ça m'a énormément apporté pour mieux comprendre les ados et les adultes que j'accompagne aujourd'hui, en percevant mieux les chemins et les stratégies qu'ils ont mis en œuvre pour en arriver là où ils en sont quand je les rencontre ados ou adultes. Céline Jacob-Grosmaître, écoutez, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à ces questions, même en temps de Covid et Covidé. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, ce 4e épisode de Troubles dans le spectre terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que cette notion de trajectoire développementale est moins floue dans votre esprit qu'au début de l'épisode. On vous donne en tout cas rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode. Il sera consacré aux sensorialités dans l'autisme. Soyez au rendez-vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans le questionnaire accessible depuis le Centre de ressources et de réhabilitation psychosociale ou sur les réseaux sociaux. Troubles dans le spectre est un podcast produit par le Centre de ressources et de réhabilitation, le Centre ressources autisme Auvergne-Rhône-Alpes et le dispositif ZEST. Il est soutenu par le service TS2A, eMind, la Fondation de France et par le Groupement national des CRA. Cet épisode a été écrit par Pascal Belanca-Penel, Loubna Berthier, Céline Jacob-Grosmaître, Aude Long, Sandrine Mardi-Rossian, Alejandra Vaquet-Carbonel, Romain Tabonne et Floriane Todorov. Mixage et réalisation, Jorik Gouache. Musique, Microméga et Véronique Baraton.